Israël est toujours en guerre, oui. Je sais que nous avons tout un tas d'accords de cessez-le-feu en place, mais les guerres sont loin d'être terminées, malgré l'opinion publique. En fait, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, nous allons détailler les 8 fronts actuels. Et si vous appreniez qu'Israël a éliminé le numéro 2 du Hamas à Gaza et que l'Arabie saoudite a construit un pipeline secret vers Israël, que la Turquie et le Qatar essaient de retarder l'accord de la phase 2 et qu'une escalade de la guerre avec le Hezbollah au Liban est imminente. Les États-Unis ont saisi des armes expédiées de Chine à l'Iran et un accord avec la Syrie est en discussion. Vous souhaitez en savoir plus? Cet épisode est pour vous. C'est l'émission Iraka sur JNS Télévision. Plongeons-nous directement dedans. Cela fait 2 ans que la guerre avec Gaza a commencé et nous sommes à notre 3e cessez-le-feu. Vous pourriez avoir l'impression que c'est un peu terminé. Pour comprendre la situation actuelle, il faut rappeler que le conflit a débuté bien avant le 7 octobre 2023. Certains diront que cela date d'environ 50 ans pour ceux qui lisent les manifestes des frères musulmans ou regardent l'émission. Et certains diraient que cela a commencé en 1947 lorsque nous avons obtenu l'État. D'autres diraient même que cela remonte à des milliers d'années. À la racine de ces conflits apparemment militaires, il s'agit en fait d'une guerre religieuse. Regardez les 8 fronts auxquels nous faisons face. Gaza, Liban, Judée-Samarie, Syrie, Iran, Irak, Yémen et l'intelligence artificielle des frères musulmans. Qatar et potentiellement 2 autres, vu les tensions croissantes avec la Turquie et l'Égypte. Il n'est pas difficile de voir qu'ils appartiennent tous à une religion qui, historiquement, n'a pas beaucoup d'affection pour nous, les Juifs. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, parce que dans notre histoire, nous avons l'habitude que les guerres aient une date de fin, un jour de libération, une ligne rouge claire qui marque le passage final vers la victoire. Souvent, dans les guerres militaires classiques, un accord met fin au conflit et la guérison débute. Hélas, avec les guerres religieuses, c'est un peu différent pour la religion. L'idée d'une chronologie n'est pas vraiment pertinente. Une patience infinie est nécessaire pour réaliser votre objectif divin. Le combat ne meurt jamais vraiment lorsqu'on lutte contre des djihadistes et des milices qui ont un objectif religieux très clair, la destruction de l'État juif. La vérité, c'est que nous sommes toujours dans un état de guerre perpétuelle. Croire que nous étions en paix le 6 octobre fut l'une de nos plus grandes erreurs. Oui, il y avait des roquettes tirées de Gaza et du Hezbollah, des attaques terroristes dans tout le pays, des renseignements sur l'Iran renforçant son arsenal nucléaire et des preuves de la prise de contrôle islamique en Europe. Mais nous nous y étions habitués et donc nous étions en paix. L'idée que la guerre se termine est une fausse prémisse. C'est la mauvaise question à poser. Et c'est là, selon moi, que Donald Trump commet honnêtement une erreur majeure dans sa doctrine. Tu as vu la nouvelle stratégie de sécurité nationale publiée en novembre? Dans ce document, il affirme que la paix au Moyen-Orient a été obtenue. Il a mis fin à la guerre entre Gaza et Israël, ainsi qu'à l'escalade avec l'Iran. Le document est long, je n'entrerai pas dans tous les détails. Et il est certain qu'on ne peut pas ignorer le fait que Trump a été un ami incroyable pour Israël et qu'il a accompli énormément de choses en très peu de temps. Mais cela reste imparfait. Il pense qu'en créant un plan directeur et en faisant signer les pays, la paix a été obtenue. Mais pour nous, malheureusement, la guerre ne se termine jamais vraiment, non pas parce que nous la voulons, mais parce qu'il ne cesse de nous attaquer. Ce qui m'amène à la situation actuelle à Gaza. À présent, vous avez probablement entendu que ce week-end, Israël a éliminé le numéro 2 du Hamas. Raad Saad était un haut responsable de la planification des opérations militaires et de la production d'armes du Hamas, ainsi que du 7 octobre. Son élimination affaiblit leur puissance militaire. L'opération visait son véhicule et 3 autres terroristes. Et cela a été fait pendant ce qui était censé être le cessez-le-feu, c'est-à-dire sans combat entre les ennemis. Cependant, pour les terroristes, le terme cessez-le-feu a une signification un peu différente de celle que nous pourrions comprendre. Vous voyez, rapidement, Hamas se regroupe et, d'un point de vue technique, Hamas a en fait violé l'accord de cessez-le-feu chaque jour. Que tous les otages n'ont pas été rendus, et nous le savons toujours, malheureusement, il en reste un. Nous espérons son retour et prions pour lui. En réalité, il n'y a pas de cessez-le-feu avec eux puisqu'ils ne respectent aucune condition. Mais quoi qu'il en soit, notre définition d'un cessez-le-feu a quelque peu changé. Nous ne sommes peut-être pas en combat constant. Bien que Hamas continue de viser nos soldats, le nombre de blessés a fortement augmenté ces dernières semaines. Pour l'instant, nous éliminons tout terroriste tentant de franchir la ligne jaune. Nous continuons de rechercher activement nos otages, recueillant des preuves comme la vidéo des 6 allumants des bougies à Hanouka. Quelle vidéo intense, et nous éliminons des terroristes spécifiques et dangereux. L'aide afflue massivement vers Gaza et nous recevons de nombreux rapports récents
comme celui selon lequel il cacherait le lait infantile destiné aux enfants pour augmenter le nombre de décès. À tel point que même Amnesty International, cette organisation très à gauche et anti-Israël de défense des droits de l'homme, les a finalement condamnés pour crimes de guerre contre l'humanité. Oui, c'est avec 2 ans de retard, mais même eux ne peuvent plus l'ignorer. Mais ce nouvel état de conflit perpétuel, ce n'est pas ce qui va devenir la nouvelle norme. Vous voyez, nous attendons d'entendre parler de la deuxième phase du conflit, celle qui compte vraiment. L'accord de cessez-le-feu prévoyait la libération de tous les otages sous 72 heures. Les prisonniers en Israël devaient être libérés. Si le Hamas se désarme, nous pourrons entamer la seconde étape, un plan en 20 points pour reconstruire Gaza. Il y a juste un défaut fondamental dans tout cela, c'est le petit fait que le Hamas ne va jamais, 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 jamais se désarmer. Et vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. C'est ce qu'ils disent publiquement. Alors, que fait-on maintenant? Nous devons gérer plusieurs problèmes, notamment que Donald Trump refuse un cessez-le-feu qui mènerait à une reprise de la guerre pour Israël. Il veut cette paix qu'il a promise et donc il exerce une énorme pression pour ne pas reprendre les combats. C'est exactement ce qu'Israël devrait faire. Entrer avec la pression militaire pour démanteler totalement le Hamas était notre objectif de guerre, nécessaire à la sécurité d'Israël. Et cela nous amène au problème suivant, à savoir que le Hamas n'est pas vraiment le seul problème à Gaza. En fait, c'est essentiellement toute la société. Oui, il existe sans doute quelques exceptions, mais en général, ils ont tous été radicalisés. Nous savons que l'une de nos stratégies militaires a été d'armer des milices internes pour lutter contre Hamas, mais elles peuvent se retourner contre nous à tout moment. Ils ne sont pas des amis d'Israël, donc toute l'idée d'en finir avec Hamas ne fonctionne pas vraiment. C'est quelque chose sur lequel Qatar et Turquie essaient vraiment de capitaliser. Qatar, Turquie, que font-ils là-dedans? Ils mettent une forte pression sur les États-Unis et estiment qu'il faudra 1 à 2 ans pour amener Hamas à Assam. Tant que cela n'arrive pas, nous devrions entamer la reconstruction de Gaza. Tellement pratique, et juste pour info, ils refusent aussi de payer le déblaiement, affirmant qu'Israël doit régler la facture. Cela représente des milliards de dollars qui viendraient directement de l'argent des contribuables israéliens. Et je ne l'accepte pas. Discussion en cours. Un accord tampon de 2 mois entre Trump, Israël et le Qatar semble possible pour obtenir le Hamas vers l'islam. Mais la vraie question est, Israël va-t-il ignorer la volonté des États-Unis ou tenter de les convaincre et relancer l'offensive? Ou bien la deuxième phase de la reconstruction de Gaza commencera-t-elle sans la destruction du Hamas? Il ne semble pas qu'Israël veuille quitter cette nouvelle grande zone tampon d'environ 50 à Gaza. Et cela exige une présence militaire de nos soldats, une présence militaire, ce qui intéresse beaucoup les terroristes de Hamas. Mettre fin à la situation à Gaza ou à la guerre, comme nous l'appelons, est loin d'être terminée. Elle est simplement entrée dans une phase latente. Des rumeurs circulent sur les prochaines étapes proposées, qui prendra le contrôle de Gaza, etc. Et il y a des attentes selon lesquelles, dans les prochaines semaines, Trump annoncera le plan exact. Nous attendons de voir ce qui va se passer. Il y a quelque chose à garder à l'esprit. Remarquez comment le Qatar et la Turquie espèrent tous deux retarder d'environ 2 ans. Eh bien, cela coïncide avec les deux Israël, les élections et Trump. Ils espèrent qu'une direction plus faible arrivera, qu'ils pourront alors mieux manipuler et ainsi prolonger le Hamas. La société de relations publiques la plus performante qu'ils aient jamais eue pour amener le monde à se concentrer sur le soutien à la Palestine sans remarquer l'islamisation. Ce n'est pas une coïncidence, cette chronologie, et même si les luttes internes chez les républicains, comme beaucoup le disent, mèneront à leur défaite aux élections de mi-mandat, ils pourraient alors perdre le Congrès, ce qui affaiblit fortement les présidents, sa capacité à atteindre les objectifs de son mandat. Eh bien, évidemment, cela est aussi coordonné par des pays comme le Qatar. Ce n'est pas pour rien que le chef de ce désastre, Tucker Carlson, était à Doha la semaine dernière, promettant d'acheter une maison au Qatar et se rapprochant d'eux. Nous avons la preuve qu'il est largement financé par eux. Et tout cela s'articule très bien avec le 8e front, la guerre psychologique en ligne à laquelle nous faisons face. Je sais que je saute des étapes et que je n'ai pas encore évoqué la guerre imminente avec le Hezbollah au Liban, mais soyez patients, tout prendra sens. L'incapacité d'Israël à faire face à la manipulation en ligne que nous observons est tout simplement une honte. Cela a longtemps été jugé moins urgent. Le gouvernement affirme lutter contre cela dans diverses déclarations. Mais la réalité, c'est que toutes les guerres auxquelles nous faisons face sont directement soutenues par la guerre psychologique.
Pensez-y comme à une sorte de finance émotionnelle. Une guerre ne peut réussir sans argent ni guerre psychologique. D'ailleurs, si vous coupez le financement d'un groupe militaire, la guerre s'arrête en quelque sorte. Coupez la guerre psychologique, et ce n'est pas si différent. Ils disent, moi, que nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale, mais honnêtement, je pense que c'est un mauvais diagnostic. Ce n'est pas une guerre mondiale, mais une guerre froide, et nous sommes en pleine deuxième. Pas contre la Russie, mais contre l'islamisation. Face à la Russie, ennemi idéologique, nous traitions toute infiltration avec la plus grande sévérité. Mais ici, nous l'avons raté. L'Europe a été vendue, les États-Unis à moitié, et Israël a totalement négligé sa responsabilité d'agir. Ce n'est pas trop peu, trop tard. Je pense qu'il reste beaucoup d'espoir. La guerre diplomatique et psychologique actuelle menace non seulement les Juifs, mais aussi nos alliés mondiaux. Cela impacte nos capacités militaires avec des embargos et des pressions pour que nous ne combattions pas comme nous devrions le faire, ainsi que le fait de placer nos ennemis en position de force. Ils manipulent les élections, et ce n'est pas seulement aux États-Unis où ils essaient de détruire le mouvement républicain, c'est aussi en Israël. Non seulement ils financent les divisions internes, mais sur le plan technique, ils essaient aussi de pirater nos systèmes de vote. Selon notre contrôleur d'État, nous ne sommes pas prêts face à une cyberattaque, ce à quoi l'Iran travaille activement pour manipuler nos élections. Ils ne veulent pas de Netanyahou au pouvoir et j'imagine que cela nous amène à l'Iran. Oh là là! Sont-ils dans de beaux draps ou plus précisément sans eau du tout, puisque le pays fait face à une catastrophe hydrique d'une gravité incroyable? Vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré la situation catastrophique de leur pays, ils restent obsédés par la lutte contre Israël. Cette semaine, les États-Unis ont saisi un cargo d'armes venant de Chine à destination de l'Iran, contenant des pièces pour restaurer leur capacité de tir. Donald Trump a encore menacé leur capacité nucléaire, affirmant qu'ils peuvent essayer, mais que cela leur prendra longtemps pour revenir. Et s'ils veulent revenir et qu'ils veulent revenir sans accord, alors nous allons anéantir celui-là aussi. Je veux dire, je suppose que c'est assez explicite. Cette déclaration, d'ailleurs, était due à des images satellites qu'ils ont découvertes lorsqu'ils ont commencé les opérations de nettoyage à leur nouveau quartier général pour militariser leur programme nucléaire. Tout cela pour dire qu'ils ne prévoient pas d'arrêter leurs attaques de sitôt. Tous les acteurs militaires savent que la guerre avec l'Iran continue, non seulement avec ses groupes affiliés cherchant à se reconstruire en Irak, au Yémen et au Liban, mais aussi directement avec eux. Leurs missiles balistiques restent largement utilisés. Selon moi, cela vient encore de la doctrine erronée de Trump qui nous a fait cesser nos attaques contre l'Iran durant la guerre de 12 jours trop tôt. Nous aurions pu éliminer la plupart de leurs capacités balistiques, mais il nous en a empêchés. Iran 20, malheureusement à cause de cela, cela va arriver. Est-ce que ce sera déclenché par nous ou par eux et quand cela aura-t-il lieu? Le temps nous le dira. Mais nous devons comprendre pourquoi l'Iran est encore aussi obsédé par nous. Et quand je dis l'Iran, évidemment, j'espère qu'à ce stade, nous savons que je parle de la République islamique, qui contrôle l'Iran. Nous devons reparler de la guerre religieuse. L'islam compte deux grands courants, sunnites et chiites. Et sans entrer dans les détails, ces deux groupes se battent pour la gloire de l'islam. Un jour, sur 1,6 milliard de musulmans, 85% sont sunnites, dont l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte. L'Iran, cependant, est chiite. Les conflits internes entre ces groupes sont énormes, et une grande partie de l'identité iranienne réside dans son opposition à Israël. J'ai simplifié, mais dans une religion où le respect est essentiel, l'Iran ne compte pas céder si facilement sa carte maîtresse ancrée dans son identité depuis longtemps. Cela explique aussi pourquoi la Turquie, désormais un sérieux rival d'Israël, cherche à remplacer l'Iran et à participer à la reconstruction de Gaza. Comme évoqué dans un épisode précédent, je ne vais pas m'attarder, mais la Turquie veut sérieusement diriger l'islam. C'est inquiétant car ils font partie de l'OTAN, une alliance majoritairement européenne avec un accord. Selon cet accord, si l'un de leurs pays est en guerre, ils le soutiendront. Un conflit entre Israël et la Turquie serait très complexe. Si on en arrive là, mais pour l'instant, ce n'est pas l'un de nos 8 fronts. Quelle chance. Donc, oui, techniquement, nous ne sommes pas actuellement en conflit direct, mais les tensions entre Israël et l'Iran sont bel et bien présentes. Et où avons-nous d'autres tensions? Eh bien, avec nos groupes alliés, bien sûr, ça fait un moment qu'on n'a pas reçu de missiles du Yémen. N'est-ce pas agréable? Franchement, je n'y avais pas pensé avant d'écrire cet épisode. Loué soit le Seigneur, pourvu que ça continue. Les Houthis se préparent aussi à un conflit avec nous, attendant simplement le retour de l'Iran. C'est similaire à ce que nous voyons en Judée et en Samarie, un autre de nos fronts.
Des groupes terroristes émergent partout, espérant reconstruire ce qui a été détruit à Gaza. Ce n'est pas pour rien qu'Israël a trouvé des roquettes prêtes à être tirées un peu partout à Toul-Karim et dans d'autres zones palestiniennes. Je veux dire, c'est-à-dire des mini-foyers terroristes. Cela est soutenu par nos ennemis dans l'espoir de déstabiliser le pays de l'intérieur. Pour moi, c'est l'aspect le plus effrayant de la guerre, un sujet trop peu abordé. Le cœur de notre pays est envahi de gens qui nous haïssent, ce qui explique pourquoi nous sommes toujours en guerre contre eux, officiellement ou non. Encore une fois, ce n'est pas une guerre que nous avons commencée. C'est une guerre qu'ils provoquent sans cesse en essayant d'éliminer des Israéliens à chaque occasion qu'ils ont. Rien que cette semaine, nous avons eu plusieurs incidents de tirs de roquettes ou de tentatives d'attaques au couteau. C'est devenu une sorte de norme, mais ce n'est pas normal. Et dans n'importe quel autre pays du monde, cela serait considéré comme une véritable guerre. Israël a d'autres préoccupations, en grande partie financées par l'Iran et le Qatar. Hamas et Jenin ne sont pas leur priorité ni leur principal investissement. Leur principal proxy reste le Hezbollah, et ils ne cherchent pas vraiment à gagner du temps. Des rapports récents et de nombreux soldats en Israël. On leur annonce qu'ils partiront bientôt au Liban, signe que notre cessez-le-feu fragile avec eux risque de s'effondrer. Clarifions, le Liban et le Hezbollah sont différents. Le Liban est un pays, alors que le Hezbollah est un groupe terroriste qu'ils veulent voir disparaître. Ils ne savent tout simplement pas vraiment comment s'y prendre. Revenons en arrière et, encore une fois, simplifions à l'extrême, mais en espérant donner une vue d'ensemble. Lorsque la trêve a été conclue, il y a environ un an, l'un des principaux termes était que le Liban devait désarmer le Hezbollah, le groupe terroriste soutenu par l'Iran, présent à la frontière avec Israël et à Beyrouth, ainsi que dans tout le Liban. Rappelez-vous, c'était une exigence des Nations Unies il y a de nombreuses années, et le Hezbollah l'a ouvertement ignoré. Ce mépris total pour le désarmement explique pourquoi vous avez peut-être entendu dire qu'Israël a mené des attaques à travers Beyrouth. Non, cela ne veut pas dire que nous visons réellement la capitale du Liban, mais cela signifie que ils ont repéré un terroriste du Hezbollah caché parmi les civils et après avoir averti ces derniers, ont mené une attaque ciblée pour l'éliminer. Le gouvernement libanais affaibli craint d'affronter pleinement le Hezbollah pour des raisons politiques et internes. Israël, sachant cela, est resté dans 5 principales zones du sud et du Liban, gardant nos soldats sur place et attaquant sporadiquement des cellules du Hezbollah. Pendant l'accord de cessez-le-feu, encore une fois de manière similaire au Hamas, Israël avait des exigences. Pour que l'accord ait lieu, les terroristes devaient se désarmer. Quand ils ne l'ont pas fait, Israël a décidé de maintenir ses troupes sur place et de mener occasionnellement des opérations pour s'assurer qu'ils ne parviennent pas vraiment à se regrouper et à redevenir la menace qu'ils étaient il y a 2 ans. Ces accords de cessez-le-feu ressemblent davantage à un accord mutuel des deux parties pour calmer les combats. Mais le feu est toujours bien allumé. Au cours de l'année écoulée, Hezbollah s'est réarmé et s'est regroupé, et Israël en a franchement assez. De nombreux civils remontent au nord pour reconstruire, tandis qu'Israël souhaite éliminer la menace du Hezbollah. Fait notable, ce week-end, le Liban a demandé à Israël de suspendre l'ordre d'évacuation d'un village du sud pour gérer lui-même le Hezbollah. Israël a accepté cela et surveille la situation, ce qui montre bien où nous en sommes arrivés. Mais c'est vraiment l'une des premières fois que cela se produit. C'est pourquoi Israël n'est pas particulièrement optimiste quant au fait que le Liban fera réellement le travail. Un accord se profile avec la participation des États-Unis et de l'Organisation des Nations Unies. Quelle blague! Et la France, encore plus risible, tente d'élargir les discussions pour stopper l'escalade. Mais il semble peu probable que le Hezbollah se désarme, et donc une autre guerre est à nouveau imminente. En coulisses, le Liban souhaite qu'Israël élimine le Hezbollah, mais proteste publiquement. L'Amérique soutiendra sans doute cela, mais voudra que ce soit bref, le temps le dira. Où d'autres les États-Unis sont-ils très impliqués? En Syrie, évidemment, encore un front à ce stade. Pendant la guerre, Israël a repris des zones du Kermon, à la frontière syrienne, pour maintenir une zone tampon après la chute du régime d'Assad. Pourquoi? À cause de ce nouveau chef ex-Al-Qaïda, Al-Julani, qui avait récemment une prime de 10 millions de dollars offerte par les États-Unis, est apparu le mois dernier en costume à la Maison-Blanche. Israël n'était pas vraiment convaincu par cette mise en scène et a décidé qu'il serait probablement judicieux de créer une zone tampon de sécurité en cas d'escalade potentielle. La situation en Syrie est incroyablement complexe. C'est probablement l'une des plus complexes du Moyen-Orient. La médiation américaine cherche à établir un accord de sécurité formel entre Israël et la Syrie. C'est discret, mais cela se passe, avec Trump qui se rapproche d'Al-Julani dans l'espoir de le garder sous son contrôle. Il a seulement besoin que son autre allié, Israël, combatte avec Julani.
Je ne suis pas encore convaincu que cela se passera comme les États-Unis l'espèrent, mais le temps le dira. Nous savons cependant que l'Iran et ses alliés en Syrie tentent activement de bloquer tout accord de ce type. Cette semaine, 2 soldats et un civil américain ont été tués en Syrie par l'État islamique. Pourquoi? Israël, la normalisation avec les États arabes nous donne trop de légitimité, ce contre quoi ils luttent depuis des années, et ils n'aiment pas les États-Unis. Notre allié Trump a juré de riposter et nous verrons si cela va rendre leurs relations avec l'Amérique et la Syrie plus tendues ou si cela ne va faire que renforcer leurs convictions. Qu'il faut trouver comment renforcer leur leadership et recréer une alliance avec Israël, je pense que cela revient à une erreur dans la façon dont Trump a géré cette situation. Le paysage complexe de la Syrie ne peut être simplifié par un accord négocié par les États-Unis. Les dynamiques internes et la volonté de saper le leadership rendent la paix presque impossible à simplifier. Voici comment agissent les djihadistes. D'ailleurs, il est clair pour de nombreux États arabes qu'une paix avec Israël est intelligente à ce stade et peut-être même bénéfique. Pour ceux ayant des objectifs religieux, c'est ce qu'ils détestent le plus. C'est ainsi que nous savons que le Hamas a attaqué Israël alors que nous allions conclure un accord avec l'Arabie saoudite. Juste pour info, un accord qui est toujours clairement sur la table. Juste pour info. Israël et l'Arabie saoudite ont-ils secrètement bâti une grande puissance sous-marine, publiée alors que nos relations ne sont pas encore normalisées? Blue Rahman, détenu par Google, nous relie à l'Arabie saoudite. Pourquoi? Cela permet d'éviter la menace des Houthis et de faire de nous l'épicentre du développement d'Internet et de l'intelligence artificielle en Occident. Tout cela est vraiment fascinant. Internet dans le monde dépendait autrefois de l'Égypte, le pipeline qui relie l'Asie et l'Europe, sur lequel on ne peut plus vraiment compter. Maintenant, il y a un pipeline de l'Arabie saoudite vers la Jordanie appelé Raman et d'Israël vers l'Europe appelé Blue qui se connecte en Israël via Irat. L'Arabie saoudite a accepté car elle a besoin d'argent et de sécurité offerts par cette ligne plus courte. Cela a commencé en 2019 et en 2024. Face aux tirs des Houthis et à l'instabilité, les Saoudiens ont accepté de finir le projet discrètement. Israël deviendra désormais l'épicentre mondial du développement de l'intelligence artificielle. Pense à l'intelligence que nous avons grâce au centre de données installé ici et à quel point les pays du monde entier seront obligés d'entretenir de bonnes relations avec nous. Ceci est une histoire annexe menant au sujet de l'épisode. Nous avons commencé par nous demander si Israël est toujours en guerre, et je vous renvoie à la question. Israël est-il toujours en guerre? Je pense que la réponse est simple. Oui, nous n'avons peut-être pas constamment des missiles qui nous tombent dessus, mais notre situation sécuritaire est loin d'être simple ou terminée. Nous sommes en plein dedans, avec des choses qui peuvent changer à tout moment. Malheureusement, je me demande si ce n'est pas la nouvelle norme. Je ne pense pas. Avec le temps, Israël montrera qu'il ne vaut pas la peine de continuer à se battre contre lui. De plus en plus de pays cherchent à négocier la paix avec nous, à mesure qu'ils comprennent que notre force et nos ressources économiques sont vraiment ce qu'ils désirent. La pression est à son niveau le plus fort depuis 4 ans. Les économistes classent Israël troisième économie mondiale, avec le marché des capitaux le plus performant. Il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Ce n'est pas que des fuites en temps de guerre, mais nous devons faire preuve de patience. Les guerres persistent, loin d'être terminées. La vérité, c'est que nous devons désormais vivre avec des conflits autour de nous, jusqu'à ce que nous ayons bâti quelque chose de si fort et résilient que le monde voit qu'il ne peut nous attaquer. Mais même avec cela, ce sont des djihadistes religieux. Ils n'ont pas l'intention de s'arrêter de sitôt. C'est en grande partie pourquoi j'en veux à Israël, qui ne prend pas vraiment les 8 fronts au sérieux. Pour être forts au Moyen-Orient, il faut que nous soyons perçus comme tels. Les luttes internes m'inquiètent aussi. Ils veulent un leadership faible, c'est aussi mon problème avec notre dépendance aux États-Unis. Leur compréhension ne correspond pas à nos besoins sur le terrain. Ils comprennent beaucoup, mais finalement non. Ils ne saisissent pas la mentalité djihadiste. La paix n'est pas ce que le Moyen-Orient recherche, c'est la force. Et c'est la stratégie qui doit être adoptée avec chacun de nos ennemis. Aucune concession à Gaza. Le Hamas doit partir, nous ne rendrons pas les terres prises en Syrie, Julani veut de la neige. Nous sommes sérieux. Il ne faut pas laisser l'Iran reconstituer son arsenal, ni permettre au Hezbollah de nous attaquer. Il faut les dissuader à tout prix. Ils doivent être désarmés, Qatar et Turquie désignés. Les États ennemis qu'ils sont doivent être exposés pour la manipulation et la haine qu'ils attisent contre nous. Même si cela signifie un inconfort à court terme pour nous. Pour mettre fin aux guerres, pensons long terme. Accepter une douleur brève pour un gain durable. La situation de guerre est compliquée, et oui, nous sommes en plein dedans, mais c'est un peu devenu la nouvelle norme.
Prions pour que cette nouvelle norme continue de se développer et de renforcer nos capacités militaires, que nos soldats restent en sécurité, que notre dernier otage rentre à la maison, que nous soyons perçus pour la force et la piété qui sont réellement les nôtres en tant qu'État juif, en tant que peuple juif, en tant que pays plus que capable, qui ne se laissera plus jamais intimider. Que nos dirigeants se ressaisissent vraiment et sachent ce qu'ils doivent faire pour mener le pays vers la prochaine étape. Une étape de prospérité économique incroyable, de capacité militaire et de dissuasion partout. Amen, je suis Iraka et je vous dis à la prochaine fois.